à se goinfrer des Mporg. Ça s'écrit MMMPORPG. Non. Squadra, nous sommes partis. Et on a le sentiment parfois que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Nani? And also video games. I'm hearing more and more people say the level of violence on video games is really shaping young people's thoughts. Est-ce que c'est bon pour vous ? Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Des fois jeux vidéo, votre podcast qui vient redorer l'image de ces technologies tellement diabolisées. Un seul mot d'ordre, remettre les points sur les i en regardant ce que dit la science des jeux vidéo, notamment dans leur rapport avec notre santé mentale, mais pas que. À votre gauche, ici présent pour vous servir, Mathieu Serbet, psychologue spécialisé en neuropsychologie et grand passionné de jeux vidéo. Et à votre droite, 0 kg à la pesée car elle est intelligente mais très artificielle, Swan. Let's get ready to rumble. Let's get ready to rumble. Salut, Mathieu. Prêt à parler de l'impact des jeux vidéo sur nos relations sociales ? Toujours prêt, hein. Bon, on va pas tourner autour du pot, les jeux vidéo, ce n'est pas que pour les no-life dans leur coin. Bien au contraire, ils sont souvent un excellent moyen de tisser des liens avec d'autres personnes. Bah voilà, ça c'est dit, hein. Je pense qu'on peut arrêter l'épisode ici. En fait on va pas faire ça. J'ai envie de te poser des questions et on va suivre le script 1. Alors, comment ça fonctionne, exactement ? Quels sont les mécanismes qui permettent aux jeux vidéo de jouer ce rôle social ? Excellente question, Swan. Bon, déjà, les jeux vidéo multijoueurs, comme les MMORPG Mporg. ou les MOBA, demandent une coopération constante entre joueurs. Ce sont des expériences partagées, souvent intenses, qui renforcent les liens sociaux. Par exemple, dans des jeux comme Fortnite, League of Legends ou encore World of Warcraft, tu dois collaborer avec des inconnus, communiquer en temps réel et prendre des décisions ensemble. Ça ressemble à une équipe de foot, mais en ligne. Exactement, c'est la même dynamique et tu sais quoi, il y a même des études qui montrent que ces interactions en ligne peuvent améliorer les compétences sociales dans la vie réelle en venant finalement, en aidant les joueurs à développer des stratégies de communication, à travailler en équipe et même à gérer les conflits. Et c'est sans parler évidemment de l'apprentissage de l'anglais, la langue un peu de communication internationale, mais ça du coup on en a déjà parlé. Donc, ce n'est pas juste pour gagner, mais aussi pour gagner en sociabilité. Tu l'as dit, Swan. On parle même de compétences sociales numériques qui se forment. Et il y a des recherches qui montrent que les joueurs qui passent du temps dans des jeux multijoueurs en ligne vont rapporter après des niveaux de satisfaction sociale plus élevés grâce aux liens qu'ils vont créer avec d'autres joueurs. Et c'est valable pour tout type de joueur, non ? Peu importe l'âge ou le niveau de compétence dans le jeu. Oui, totalement. En fait, les jeux vidéo peuvent venir servir de tremplin pour créer des liens, même entre des gens qui sont de générations différentes. On en parlera dans quelques épisodes à l'avenir. Et en fait, le fait que les gens puissent interagir via un intérêt commun, même si c'est juste pour un jeu, permet de surmonter certaines barrières sociales. Je vais reprendre l'exemple classique d'Animal Crossing. Eh bien, c'est un jeu qui va attirer des joueurs de tous horizons, des jeunes aux adultes plus âgés. Et du coup, l'échange d'objets, de conseils, visiter les îles, etc., ça devient un moyen de se connecter, et ça, c'est super enrichissant. Et puis vous savez, bien sûr, comme j'aime parler d'Animal Crossing, c'était le dernier épisode de la saison 1 de ce podcast, et c'était le jeu du confinement, Incredibile. C'est fou comme un jeu où tu fais des bricolages virtuels peut créer des amitiés réelles. Dans le pouvoir de l'amitié. Exactement, et puis il y a aussi des jeux qui favorisent l'entraide et la création de communautés fortes. Je pense à Minecraft par exemple, qui permet aux joueurs de construire ensemble des mondes, des constructions, des monuments, ou de se lancer dans des aventures en ligne. Ça reste un très très bon exemple de ça. Il n'est pas rare que des équipes d'amis par exemple s'organisent pour accomplir des missions, créer des choses ensemble. Oui, et ce genre de collaboration peut aussi renforcer la confiance en soi et en les autres. On parle même de création de communautés en ligne. Mais dis donc, on enchaîne les termes incroyables aujourd'hui. Effectivement, ces communautés peuvent être d'une grande aide, notamment dans les jeux de rôle en ligne, comme encore une fois World of Warcraft, mais aussi Guild Wars 2 par exemple. Dans ces jeux, tu vas faire partie d'une guilde, un peu comme une équipe de travail, un groupe d'amis, et c'est vraiment un moyen puissant de développer un sentiment d'appartenance, ce qui est super important pour la santé mentale par exemple, et je rappelle au passage que c'est le fil rouge, soit dit en passant, de cette émission. Après les groupes de travail dans la vraie vie, ça se passe pas toujours tout seul. Ne lance pas de débat, Swan. My bad. Et qu'en est-il des jeux en solo ? Ils ne permettent pas de créer des liens.
Mais sont-ils tout de même bénéfiques pour la socialisation? Parce que depuis tout à l'heure on parle plutôt de jeux qui obligent à jouer à plusieurs. C'est encore autre chose. Comme souvent, c'est une bonne question. Bien que les jeux solo ne favorisent pas directement la coopération avec d'autres joueurs, pour des raisons évidentes, ils peuvent toujours être un genre de point de connexion. Parce qu'après, les joueurs vont venir partager leurs expériences, discuter des jeux avec des amis ou en ligne, et ça ouvre la porte à de nombreux échanges. Faut pas oublier qu'aujourd'hui, donc là on enregistre, on est en 2025, ça fait quand même quelques années que le jeu va se consommer bien différemment qu'il y a 10 ou 20 ans. On a par exemple le moyen de consommer par le streaming, donc c'est quelque chose de beaucoup plus passif, mais ça permet d'en échanger, de créer une communauté avec les potes à la fois virtuels ou IRL. IRL qui veut dire dans la vraie vie, au cas où. Tout à fait, Jamy Swan, pardon. Donc, même un jeu comme The Legend of Zelda peut avoir des répercussions sociales indirectes. Exemple parfaitement au hasard bien sûr. Rien à voir avec le fait qu'on ait fait un épisode dessus. Ah bah bien sûr, c'est parfaitement au pif, comme le chien. Oh la blague de kid des années 90. Et donc en effet, le partage d'expérience devient une forme de lien social, même si t'es pas directement en ligne avec quelqu'un, au moment de jouer en tout cas. Et est-ce qu'il y a des jeux particulièrement intéressants pour développer des compétences sociales? Oui, certains jeux sont clairement plus adaptés si ton objectif c'est de venir travailler sur ces compétences essentielles. Par exemple, Minecraft, une fois n'est pas coutume d'en parler, Minecraft va être excellent pour la collaboration créative, où on a des joueurs qui peuvent construire ensemble. Et il y a des jeux comme Animal Crossing, je me répète, avec des interactions qui sont calmes et régulières, qui sont aussi géniaux, pour développer des liens tout en restant dans un univers vraiment qui sera complètement non compétitif et chillax max. Ce genre de jeu crée des moments où les interactions sont plus relaxantes, plus humaines. Mais qu'en est-il des jeux où la compétition est au rendez-vous? Après, effectivement, les jeux compétitifs comme League of Legends ou Overwatch, par exemple, peuvent aussi enseigner des compétences sociales, mais d'une manière vraiment différente. Là, c'est plus la gestion des conflits, la résilience, la gestion du stress, qui vont être au centre de la partie et de la progression. Donc ces jeux-là, bien qu'ils soient beaucoup plus intenses, compétitifs, etc., ils vont venir aider à développer une forme de solidarité dans la difficulté. Et du coup, même dans des situations de rage quit, où on va quitter le jeu de rage, parce qu'on vient de vivre un moment pas cool ou une défaite énervante, et bien dans ces moments-là, les joueurs doivent aussi apprendre à travailler ensemble pour se relever, pour reprendre la partie, et ça peut être assez formateur pour des relations réelles, de comment je vais gérer la frustration, comment je vais gérer la relation. Après, LoL, le nom de League of Legends pour les intimes, c'est un exemple qui m'avait négativement marqué il y a 10-12 ans au début de mes études parce que les gens y étaient toxiques au possible, mais c'est une autre histoire et on va pas refaire le monde. Ben ouais, de toute façon il y a plus de saisons et les jeunes d'aujourd'hui. Tu m'auras pas à ce jeu-là, Swan. Désolé, donc, même la compétition peut nous apprendre à mieux interagir avec les autres. Absolument. L'important, c'est d'être capable de communiquer, d'accepter les différences, de se soutenir les uns les autres, et ces jeux-là vont t'apprendre aussi à gérer les émotions et à ne pas laisser une défaite gâcher la relation. Enfin, c'est possiblement assez complet, quoi. Comme le pain? Le pain? Ben, c'est assez complet, tu disais. Comme le pain complet. Donc on en a terminé pour aujourd'hui, vous pouvez me suivre sur Facebook, LinkedIn, Instagram et sur mon site internet mathieuserbet-neuropsy.com. Comme d'habitude pour télécharger mes contenus santé mentale, aller checker la boutique, télécharger des docs, lire des actus de recherche, et pour aller toujours plus loin, il y a mon livre qui n'a pas disparu, qui s'appelle Jeux vidéo et santé mentale, il est toujours disponible sur Amazon. J'espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve le mois prochain pour continuer à discuter de sujets toujours plus passionnants, en tout cas j'espère, et le prochain épisode parlera du renforcement des relations parents-enfants par le biais des jeux vidéo. À dans un mois. Bye. C'est tellement beau.